Voilà, nouveau rendez-vous pour les IA Talks by Côte d'Azur France, terre d'IA à l'occasion du World IA Cannes Festival. Donc avec pendant 2 jours des professionnels de l'écosystème IA des Alpes-Maritimes pour des conférences exclusives sur les enjeux de demain en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Alors 2 nouveaux invités nous rejoignent. Il s'agit de Odin Demassieux, président de Tourmaille. Bonjour Odin. Alors je l'ai mal prononcé. Tourmaille, c'est bien. Voilà, ça. Très bien. Et avec nous également, Pierre Sigrid, vous êtes le cofondateur de Epic & Poc. Bonjour. Alors Odin, présentez-nous votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites et quels besoins vous avez identifiés? Merci Benjamin. En fait, Tourmaille, c'est un logiciel d'intelligence artificielle, piloté par un moteur d'intelligence artificielle qui vise à aider les entreprises et les fonds d'investissement à mieux mesurer l'impact de leurs activités sur les communautés locales en Afrique spécifiquement. Comment ça se caractérise? Comment est-ce qu'ils arrivent à mesurer? Vous récupérez de la data et de quelle manière? Exactement, en fait, il y a toujours un gros sujet en Afrique de collecte de données et je rajouterai à ça en fait un autre enjeu beaucoup plus majeur qui même d'ailleurs a été exprimé par notre ministre du Commerce extérieur, c'est qu'on ne comprend plus l'Afrique et l'Afrique ne nous comprend plus. Et ça, c'est lié à une réalité qui est en train de changer sur le terrain, c'est-à-dire que les populations locales s'expriment de plus en plus dans leur dialecte d'origine. Ces dialectes n'ont pas de structure grammaticale écrite, ce qui fait qu'il est impossible de processer automatiquement via les outils existants ce que les populations expriment et leurs sentiments. Donc nous, on collecte de la donnée, qu'elle soit sur les médias ou les médias sociaux ou même sur le terrain auprès des populations, peu importe le dialecte, on leur permet de s'exprimer dans la langue ou dans le dialecte qui leur convient pour être capable après nous de le processer et retranscrire ça sous forme d'indicateurs, soit de risque ou au contraire d'impact, qu'il soit positif ou négatif. Pourquoi avoir fait ce choix de l'Afrique? Il y avait des demandes d'entreprises européennes par exemple? Première chose, mon cofondateur est africain, donc il y avait déjà aussi une sensibilité particulière, mais bien entendu l'Afrique est restée et est toujours un enjeu majeur pour la France et pour l'Europe. Donc en fait il y a même des gros enjeux hégémoniques actuellement. La Chine cherche à être de plus en plus présente, des grosses puissances cherchent à avoir beaucoup d'influence, et sans mentionner par exemple la Russie. Et donc il y a un gros enjeu en réalité qui est aussi économique. Nos grosses entreprises françaises, les FH, les Vinci et les gros fonds d'investissement français, et notamment même l'AFD, investissent massivement, et l'Europe également, sur des projets de développement en Afrique, sur des projets d'infrastructure en Afrique. Et la réalité c'est qu'il y a une concurrence de plus en plus déloyale de la part notamment des acteurs chinois qui tirent les prix vers le bas. Et la différence aujourd'hui pour pouvoir rester compétitif et se différencier, c'est être capable de démontrer qu'on est capable de mesurer l'impact sur les populations et montrer qu'on a un impact positif. Alors pour essayer d'être concret, vous scannez l'opinion sur les réseaux sociaux par exemple? C'est une des données effectivement qu'on remonte, mais pour vous donner un exemple très concret de comment ça peut se matérialiser, si on parle par exemple d'un projet de bus électrique dans une grande capitale africaine, par exemple Dakar, il y a un projet de nouveaux bus électriques. Ce bus électrique doit finalement être adopté par les populations pour essayer d'avoir l'impact souhaité. L'impact souhaité, c'est lequel? C'est réduire les émissions de CO2 liées à toutes les différentes mobilités qui peuvent être polluantes, mais aussi finalement être beaucoup plus inclusif dans la façon de réintégrer les ruralités dans l'urbanisme, et donc finalement s'assurer que ce moyen de transport alternatif dit plutôt vert soit adopté et ne soit pas au contraire rejeté par les populations. Donc pour ça, il faut s'assurer de mieux comprendre qu'est-ce qui peut être un frein à l'adoption, qu'est-ce qui peut finalement favoriser aussi une meilleure adoption, et c'est tout l'enjeu finalement d'être capable de collecter de la donnée locale pour essayer de mieux interpréter le sentiment des populations, les éventuels freins et au contraire éventuellement les leviers sur lesquels on peut insister pour favoriser l'adoption. Et alors sur ce cas typique qui fait appel à vous, la commune de Dakar, ou alors celui qui veut vendre le bus électrique? En fait, c'est le fonds d'investissement français qui a investi dans ce projet d'infrastructure. Donc typiquement, il y a des fonds d'investissement que ce soit français qui sont aussi backés par des grandes banques françaises ou des fonds comme l'AFD, l'Agence française de développement, qui cofinancent ces projets d'infrastructure en Afrique. Et il y en a énormément, que ce soit sur l'éolien, sur des autoroutes, etc. Et en fait, ce sont ces acteurs français qui déjà ont besoin d'être compétitifs et remporter ces appels d'offres, et derrière vont positionner très souvent des acteurs français comme Keolis, comme Vinci, comme FH, pour après opérer, développer ou construire l'infrastructure en question. Donc finalement, il y a tout un écosystème français et européen qui se joue sur ces sujets-là, et nous on aide en fait finalement les acteurs français et européens à gagner ces appels d'offres. On les aide finalement à être beaucoup plus convaincants et démontrer leur impact positif sur les populations et l'impact positif des projets. Et alors l'IA, vous l'avez formé à quoi? Donc premièrement, parler un certain nombre de dialectes, et deuxièmement, sonder l'opinion. Exactement, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 dialectes en Afrique, donc c'est très compliqué. Et combien vous en faites là? Aujourd'hui, on en fait une centaine, mais croyez-moi, c'est déjà beaucoup de travail et c'est une belle performance, sachant qu'on est en réalité les seuls à le faire. Ce sont comme je disais, des dialectes qui n'ont pas de structure grammaticale écrite, il n'y a pas de dictionnaire. Donc nous, on a dû réinventer en quelque sorte les dictionnaires, remodéliser tout ça.
Donc ça, c'est le premier step, c'est la traduction en quelque sorte. Mais comment l'IA apprend ces langues qui ne sont a priori écrites nulle part donc? Eh bien, on est passé par un processus très local. On a vraiment cette approche locale dès le début. On a construit des plateformes de crowdsourcing. On a permis aux gens de communiquer une phrase dans leur dialecte local et d'en proposer une traduction qui derrière était corrigée par une autre personne. Ça nous a permis d'apprendre très très vite finalement pas mal de langues comme ça et de dialectes et finalement de scaler assez rapidement notre activité de cette manière-là. Et alors est-ce qu'en Afrique, il y a des entreprises qui développent de l'IA ou ce sont essentiellement des Européens, des Chinois, des Russes, des Américains? Non, il y a des beaux écosystèmes d'IA qui se développent en Afrique, qu'il conviendrait d'ailleurs de soutenir et d'accompagner, mais qui font déjà des très belles choses, beaucoup plus frugales, beaucoup plus liées vraiment aux besoins locaux. Et donc nous, finalement, on s'appuie aussi sur ces écosystèmes locaux pour commencer à interagir et redistribuer finalement ce qu'on a développé. C'est-à-dire que quand on modélise un dialecte, nous, on le remet en open source. Donc on garde pas ça pour nous, on le remet en open source pour que finalement, ce soit rendu aux communautés locales, qu'elles puissent redévelopper par-dessus de nouveaux usages grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à d'autres modélisations qui permettent finalement d'être toujours plus inclusif en Afrique et d'inventer des nouvelles choses. Et vous travaillez essentiellement avec des entreprises françaises qui essaient d'être en Afrique francophone ou finalement vous travaillez avec des entreprises du monde entier qui veulent s'implanter en Afrique? Alors on pourrait travailler avec un petit peu tout le monde, mais la réalité c'est qu'assez naturellement on s'est rapproché de ceux qu'on connaît. Donc on a commencé effectivement par d'une part nous l'Afrique francophone et du coup des acteurs aussi francophones, des acteurs français avec qui il est plus facile de collaborer. Mais effectivement on a des vrais choix aussi peut-être éthiques et c'est ça que l'IA aussi au service de l'humain pose comme question, c'est quelle éthique on se donne quand on développe ce genre d'intelligence artificielle qui sont capables finalement d'écouter les populations et de comprendre leurs sentiments. Donc il y a un gros enjeu d'éthique pour nous comme pour les technologies qu'on développe. Et donc pour ça, nous on cherche vraiment toujours à être entouré de gens qui peuvent nous aider, à nous guider, à ne pas faire ces erreurs éthiques et à ne pas aller vers les mauvais partenaires. Alors Odin, vous avez eu bien fait de le rappeler puisque le thème c'est remettre l'humain au cœur de l'IA. C'est ce sur quoi vous travaillez également, Pierre, avec l'entreprise Epic & Puck. Quelle est la mission de cette entreprise ? En fait, la mission de l'entreprise est dans le nom de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on accompagne en fait nos clients de l'EPIC, c'est-à-dire de leur histoire, jusqu'au POC, ou la preuve de concept. Et donc on a développé toute une technologie, tout un atelier de génie logiciel qui permet de remettre l'humain en fait au centre des considérations des systèmes un petit peu compliqués comme des smart cockpits pour la mobilité de demain, où les véhicules seront peut-être pas complètement autonome, mais hautement automatisé, et de permettre en fait à l'humain de bien comprendre la technologie et ce qu'on attend de lui, et quels sont en fait les moments où il est désengagé de la responsabilité de conduire, et des moments où on lui demande en fait de reprendre la main, et dans quelles conditions. Alors votre approche, c'est que ce ne sont pas les ingénieurs qui doivent décider, il faut redonner la main aux designers pour l'expérience client, l'expérience humain, l'expérience utilisateur. Exactement. En fait, on a fait un outil qui s'adresse vraiment aux designers d'expérience, comme vous le soulignez. C'est un outil qui s'adresse en fait à des gens qui ne savent pas coder, qui ne connaissent rien en fait au logiciel, et on leur permet de spécifier tout ce qui peut en fait composer un système compliqué, c'est-à-dire des interfaces graphiques qui vont s'afficher sur des écrans, des couches de logique, des bulles de logique qui vont interagir entre ces interfaces graphiques, et puis des fonctions métiers qui peuvent être du hardware ou des modèles qui sont exprimés dans des outils comme MATLAB Simulink. Et donc on permet en fait à ces designers d'expérience de spécifier très simplement le système et de spécifier aussi la fonction qui va permettre en fait à l'ingénieur logiciel de n'être finalement qu'un exécutant, sans que ça soit péjoratif, mais en tout cas le lien ne se fait pas au travers d'une documentation qui prête à on va dire à être revue ou être en tout cas l'ingénieur logiciel lui va récupérer une interface programmative qui va lui demander en fait de faire très simplement la fonction qui a été demandée. Alors vous avez parlé d'atelier, en fait c'est quoi? C'est un studio numérique, vous créez un métaverse pour faire des simulations, ce genre de choses? Exactement, en fait on a créé un outil qui manque en fait aujourd'hui dans l'innovation. L'innovation c'est un petit peu le parent pauvre de la partie engineering qui est plutôt bien outillée. Dans l'innovation on manque d'outils qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de développer du logiciel de le faire. C'est-à-dire que l'outil est une plateforme de DevOps, de développement opérationnel, qui va permettre en fait
à des designers d'expérience, à des intégrateurs, à des développeurs de logiciels, de collaborer et de pouvoir en fait créer quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui les dépasse, avec une orientation où l'utilisateur est au cœur en fait de ces considérations et non pas comme on le fait d'habitude avec une approche d'ingénierie logicielle. D'habitude, on crée une technologie et puis on se pose pas trop la question si elle sera facile à utiliser. On fait du techno-push, on est les ingénieurs logiciels ou en tout cas les ingénieurs, on aime bien la technologie donc on la met en avant sans forcément en fait vraiment penser les cas d'usage qui sont vraiment la valeur ajoutée en fait de la technologie qui est utilisée. Est-ce que vous avez quelques cas concret en préparant? On a parlé des caméras de recul par exemple. Alors, il y a des caméras de recul pour les véhicules. Il y a le nouveau challenge des caméras de surveillance du conducteur à partir de 2025. Donc toutes les voitures devront être équipées de caméras intelligentes qui doivent vérifier que le conducteur est bien à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur son smartphone, il n'est pas en train de dormir, il n'est pas en train de papillonner. Et donc comment en fait, lorsqu'on détecte ce genre de situation, quels sont les moyens qu'on va utiliser dans la voiture pour pouvoir remettre attirer l'attention du conducteur et de le remettre dans une phase de conduite. Différents moyens, il peut y avoir de la lumière, il peut y avoir des parfums, il peut y avoir en fait du son. Quelle est la meilleure combinaison pour pouvoir en fait être à coup sûr dans le cas d'usage où on va remettre en fait le conducteur dans le droit chemin, on va dire. Et là, c'est vraiment le travail du designer et non pas de l'ingénieur. Exactement. Et alors aujourd'hui, toutes ces technologies d'intelligence artificielle, par exemple, qui sont embarquées dans les véhicules, elles n'apprennent pas, elles ne progressent pas encore. Exactement. Aujourd'hui, en fait, lorsqu'un système est designé, on en discutait tout à l'heure, il est designé pour réagir toujours de la même façon. Sans prendre en compte en fait la notion de profil d'utilisateur. Qu'on soit finalement un débutant ou qu'on soit quelqu'un de confirmé, le véhicule va toujours réagir exactement de la même manière. Qu'on soit fatigué ou qu'on soit en super forme, finalement le véhicule, lui, il a toujours une ligne de conduite et c'est comme ça. Alors qu'il pourrait comprendre sur le volant qui bouge, ça marche pas, mais la musique forte, ça marche. Exactement. Sur tel conducteur par exemple. Sur tel conducteur et surtout aujourd'hui, parce qu'en fait peut-être qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus réceptif à quelque chose de sonore que d'habitude. Donc en fait c'est très compliqué parce qu'il faut prendre en compte on va dire votre comportement nominal et puis ensuite il faut prendre en compte ensuite votre humeur, votre mood du jour où vous êtes peut-être un petit peu en dessous de ce que vous êtes ou au contraire. Donc si on a écouté de la musique un peu down, ça veut dire qu'on est en dessous. Exactement. Donc comment en fait on arrive à vous garder dans une forme optimale pour que vous puissiez en fait avoir une conduite la plus sécurisée, la plus performante possible. Audin, on revient sur l'apprentissage de l'intelligence artificielle que vous développez, qui comprend donc des dialectes. Comment est-ce que cette IA apprend? Quelles sont les méthodes que vous utilisez? C'est du NLP, c'est la technologie classique de Natural Language Processing, vraiment pour apprendre les langues. Derrière, on applique des modèles de sentiment analysis, d'analyse de sentiments, c'est des modèles BERT, etc. Sans rentrer dans les complications, mais ce que vous disiez est intéressant. En fait, on pourrait parler aussi aux gens directement dans la voiture, dans leur propre langue. Oui. Parfois, il y a certaines... Vous voyez, vous allez faire du business tous les deux. Il y a certaines réalités où certains pays, finalement, notamment en Afrique, où les langues coloniales ont été confortables pendant très longtemps. Et finalement, maintenant, il y a des usages locaux qui sont un peu différents, où réellement, la voiture, demain, vu que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus généralisé, pourrait interagir directement dans le bon dialecte ou dans la bonne langue. Donc clairement, on peut remettre finalement à nouveau l'humain au centre de cette manière-là. Mais pour les apprentissages, effectivement, il y a toujours, on le sait, il y a toujours besoin de beaucoup de données. Donc j'avais expliqué qu'il y a ce modèle de crowdsourcing où on fait remonter de la donnée locale. Donc en fait, après, c'est avec nos clients. Au fur et à mesure des cas d'usage, justement, c'est toujours l'importance du cas d'usage. Au fur et à mesure des cas d'usage, on fait apprendre l'algorithme et surtout, on lui permet de comprendre dans un contexte. La traduction, on le voit sur Google Trad, si on ne met pas le contexte qui va avec, la traduction, elle est faussée, elle interprète pas bien. Donc il faut pouvoir vraiment recontextualiser en fonction des
des sujets, en fonction des thématiques, bien mesurer si c'est du grave, pas grave ou très grave. Donc voilà, il y a un gros travail d'apprentissage, mais c'est avec des modèles qui justement sont fine-tunés volontairement et spécifiquement en fonction des cas d'usage. Peut-être demain on peut imaginer l'équivalent d'un Siri dans les dialectes africains que vous auriez développé. Mais je pense qu'ils travaillent déjà sur ces sujets-là en toute franchise. Maintenant, c'est sur les... Mais avec des partenaires comme vous, c'est pas eux qui le développent en direct. Exactement. Il y a déjà des travaux qui sont faits par Meta et par Google sur ces sujets des dialectes. Maintenant, c'est souvent utilisé avec de la data synthétique. Si on parle un peu technique, ils entraînent les algorithmes avec de la data synthétique, ce qui permet pas d'avoir une contextualisation toujours aussi fine avec des cas d'usage comme nous on les mène sur le terrain. Donc finalement, il y a une complémentarité et les points se rejoignent de toute façon dans ces cas-là. Ouais. Et c'est là qu'on remet l'humain donc au cœur de l'IA. Merci à tous les deux, c'était passionnant. Audin Demassieux, donc président de Tourmaille, et puis Pierre Sigris, cofondateur de Epic & Pox. C'est la fin de cette IA Talk donc consacrée à remettre l'humain au cœur de l'IA. Merci à tous les deux. Merci à vous.